Merci Isabelle pour l'invitation. Merci, bonjour à tous. Donc, moi je suis effectivement Renaud Garel, là, je m'occupe du département et de l'unité de carcinologie de la tête et du cou au CHU de Montpellier. Alors, l'objectif c'est quoi? C'est que d'une part, on vous ait fait une présentation, que vous ayez déjà entendu finalement en quoi consistent la plupart des opérations qu'on va faire pour le traitement des cancers des voies aérodigestives supérieures sur la cavité buccale, la cavité orale, l'oropharynx. Voilà. Ce sont les types de chirurgie que vous pouvez rencontrer et donc vous pouvez avoir ensuite à assurer la prise en charge rééducative. D'accord? Sur le versant cutané, tégumentaire, musculaire, y compris au niveau du membre supérieur, parce qu'on verra qu'il y a des séquelles notamment sur les muscles élévateurs de la scapula, mais aussi sur la partie muqueuse, hein, au niveau lingual, au niveau aussi de l'articulation temporomandibulaire. Donc c'est plutôt le versant muqueux, le versant fonctionnel sur les voies aérodigestives supérieures. Et le troisième point de prise en charge, c'est sur, on le verra, mais vous le reverrez aussi avec le docteur Yachou, sur les prélèvements de greffons qu'on peut faire pour faire des reconstructions. Et donc il y a ce qu'on appelle des sites donneurs, c'est-à-dire qu'on peut prendre de la peau sur la face antérieure de l'avant-bras, sur la fibula, le péroné, et donc avoir des patients, et quand vous, bien sûr vous les prenez en charge, vous avez la gestion tégumentaire, musculaire et appareil locomoteur du membre supérieur, plus la gestion oromandibulaire et linguale sur ces types de traitements, et aussi éventuellement une prise en charge à distance. Ça peut être sur la paroi thoracique antérieure, ça peut être sur la face palmaire de l'avant-bras, ça peut être sur la fibula. Donc vous voyez l'étendue de ce qu'on peut avoir à prendre en charge dans ce type de tumeur. Donc, bon, on ne pourra pas bien sûr entrer dans le détail, vous comprenez, en trois quarts d'heure, hein, mais au moins on va avoir un certain nombre de concepts. Alors, les premiers concepts qu'on va aborder, ce sont d'abord des concepts de définition pour qu'on on sache de quoi on parle. Hein. En termes d'anatomie, si on regarde les localisations anatomiques des tumeurs, eh bien, là, on est sur les voies aérodigestives supérieures, donc en fait, sur la cavité orale, mais aussi à la partie postérieure, en arrière de cette cavité orale, on va avoir le pharynx. Et le pharynx qui correspond à la cavité orale, c'est l'oropharynx. Donc, ouverture de bouche. On a au niveau de la cavité orale une partie inférieure et une partie supérieure. La partie inférieure, c'est la lèvre, qui ne figure pas sur le schéma, le vestibule de la bouche, d'accord? Ça vous l'avez, on vous donnera les diapos, hein, bien sûr. La crête gingivale, donc la gencive et la mandibule, d'accord, dentée ou non dentée. Puis en arrière de cette crête gingivale, de cette mandibule, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle le plancher de bouche. Le plancher de bouche, c'est une région de jonction entre la mandibule qui est fixe, qui est le point fixe en avant, et en arrière, le corps de la langue qui, lui, est mobile. Okay. Donc on a une zone très importante fonctionnellement qui est une zone de désolidarisation de la langue par rapport à la mandibule. Okay. Donc opération dans cette région-là, obligatoirement, en tout cas reconstruction pour éviter de fixer la langue à la mandibule. Donc c'est un plan sous la langue, hein, ce qu'on a sous la langue en fait, très important de désolidarisation de la langue par rapport à la mandibule. Donc ça c'est à la partie inférieure. À la partie supérieure, ça ressemble, hein, puisqu'on a la lèvre supérieure, on a le sillon vestibulaire, puis l'arcade dentaire supérieure, donc le maxillaire, hein, okay, l'os maxillaire de chaque côté. Et puis en arrière, on va avoir le palais osseux. Et donc ça, c'est un point uniquement de résistance mécanique. On verra qu'on peut être amené à faire des opérations. Parfois, il y a des tumeurs qui sont à la partie supérieure. Donc, du coup, ça fait un trou. Et ce trou, ça empêche la langue qui va venir s'appuyer dessus d'avoir justement cette résistance physique pour la progression des aliments, mais aussi pour la parole. Là, on peut avoir une fuite d'air à ce niveau. Et donc, on a au niveau de la partie haute de la cavité buccale un élément qui est le palais, ou oui, c'est ça, le palais osseux, et qui est un élément de résistance. D'accord?
Et puis après, c'est tout. Là, la cavité orale s'arrête là. Tout ce qui est en arrière, mais on va le définir ce qui est en arrière, ça appartient à l'oropharynx. D'accord? Alors, en bas, ce qui en a, on a tracé un petit peu une limite un peu arbitraire, parce que bon, finalement, il n'y a pas vraiment de limite anatomique, mais ceux qui forment le V lingual, c'est-à-dire des papilles circonvallées, vous savez, les grosses papilles qu'on a vraiment quand on tire très fort la langue au fond, ben, ces papilles délimitent un V, là qu'on voit mal, hein, c'est un V très ouvert. Ben, tout ce qui est en arrière du V lingual, on dit que c'est la base de la langue ou la racine de la langue. Et ça appartient à l'oropharynx, c'est la partie la plus basse enfin, la plus antérieure et basse de l'oropharynx. D'accord? Donc en arrière du V lingual. Sur le côté, ça sera en arrière de ce qu'on appelle le trigone rétromolaire, c'est la partie de mandibule qui est en arrière des molaires. D'accord? Là, on sera sur l'oropharynx. Sur le côté et en arrière, on aura les loges des amygdales. Ok? Les loges des amygdales. Donc loge amygdalienne de chaque côté. En haut, très en haut, ben, on a le voile mou, le voile du palais. Donc finalement, ces petits pointillés qui sont là, qui délimitent la jonction entre le palais osseux, donc cavité orale, et le palais mou ou voile du palais, finalement, c'est la partie postérieure de l'os palatin. C'est l'os qui fait la partie arrière du palais osseux. Ce qu'on voit par exemple ouvert dans des fentes palatines, c'est une disjonction soit au niveau du voile du palais, soit au niveau de l'os palatin et parfois même du maxillaire. Donc la limite supérieure hein, qui délimite en avant la cavité orale et en arrière l'oropharynx, c'est le bord postérieur de l'os palatin. Donc voile dur, c'est cavité orale, voile mou, c'est l'oropharynx. Okay. Et puis ce qu'on voit quand on ouvre la bouche, au fond, c'est la paroi pharyngée postérieure, c'est l'arrière du pharynx. Donc ça, c'est une définition anatomique. Pourquoi? Parce que quand on va parler de chirurgie, on va vous dire, soit le patient il a eu une glossectomie antérieure, c'est ici, d'accord? Mais parfois il aura eu une basiglossectomie, c'est-à-dire la base de la langue. Hein, c'est plus postérieur. Et on se doute bien qu'il n'y a pas les mêmes fonctions, hein, on le verra dans la déglutition, mais là, autant la langue mobile ou la langue antérieure, ça sert au temps préparatoire de la déglutition et à la propulsion vers l'arrière du bol alimentaire, autant la base de langue, ça sert à recouvrir le larynx et à pousser les aliments dans le pharynx, donc à la progression pharyngée. D'accord? Ça n'a pas du tout la même fonction, et donc les temps de la déglutition ne seront pas altérés de la même manière. Donc glossectomie, c'est le fait d'enlever une partie de langue. Okay. Plancher et langue, on dit pelviglossectomie. Plancher de bouche, donc ici, et langue, ça s'appellera une pelviglossectomie. Et puis, parfois, on va enlever aussi de la mandibule. Donc, pelvimandibulectomie, okay, ou pelviglossomandibullectomie. Donc, ectomie, hein, vous l'avez vu en langage médical, ça veut dire ablation de ce qui précède. Donc pelviglossomandibullectomie, c'est si on a ça. Et même il y a un degré supérieur, c'est-à-dire que dans la mandibulectomie, elle est soit conservatrice, c'est-à-dire qu'on a conservé la continuité de l'os, on a juste diminué la hauteur osseuse, par exemple. Hein, dans la mandibulectomie, on peut uniquement diminuer la hauteur osseuse, enlever par exemple l'os alvéolaire. Et à ce moment-là, elle est conservatrice de l'arc mandibulaire, mais aussi parfois elle est non conservatrice de l'arc mandibulaire. C'est-à-dire qu'on va enlever un tronçon de mandibule. D'accord? Ça, on dit que c'est une mandibulectomie non conservatrice ou interruptrice, on appelle ça, interruptrice. C'est-à-dire qu'il a interrompu l'arc mandibulaire. Avant, on ne les reconstruisait pas, donc il y avait des gens qui avaient une ablation de la mandibule, il n'y avait plus rien. Maintenant, de plus en plus, on fait au minimum une reconstruction avec une plaque et au mieux une reconstruction avec des lambeaux de fibula, de péroné. Quand on fait une interruptrice, c'est rare que maintenant, sauf pour les sujets très âgés, très fragiles, c'est rare qu'il n'y ait pas de reconstruction. Donc vous voyez là, quand on parle de pelviglosso-mandibulectomie, on est dans la cavité orale. Okay. Mais si on dit qu'on a fait une oropharyngectomie latérale, ben on a enlevé l'amygdale, on a peut-être enlevé un peu de voile du palais, on a peut-être venu jusqu'à la base de langue. Hein. Mais vous voyez que là, on sera sur l'oropharynx. Parfois, ce sont que des basiglossectomies. Ça peut... Mais parfois, c'est composite. Hein. On peut enlever
une partie de langue antérieure et aussi de base de langue. D'accord. Donc là, c'est pour la définition anatomique et le type de résection qu'on peut faire au niveau de cette cavité orale et de l'oropharynx. Si on regarde sur le profil maintenant, sur le profil, on voit que on voit pas vraiment de différence entre l'avant et l'arrière. Bon, donc il faut tracer des traits. Alors le premier trait qu'on trace, c'est un trait vertical qui passe lui aussi par la fin de l'os palatin ici, vous voyez, donc du palais osseux. Là, il y a l'os palatin, c'est globalement le tiers du palais, les deux tiers antérieurs, c'est le maxillaire. Donc là, on fait un trait qui passe par la partie postérieure de l'os palatin. Tout ce qui est en avant, ça appartient à la cavité orale ou buccale. Et tout ce qui est en arrière, ça appartient au pharynx. Mais le pharynx est un gros tuyau vertical, là. Vous voyez, c'est un tuyau vertical parce que bon, en arrière, il y a le rachis, mais tout ce qui est entre le trait bleu et le rachis, eh bien, c'est du pharynx. Et on voit qu'il faut tirer deux autres traits, enfin en tout cas un trait en bas pour... Parce qu'ici c'est facile, pour délimiter le nasopharynx de l'oropharynx, ben, il suffit de prolonger vers l'arrière le palais. Hein. Tout ce qui est au-dessus, ça appartient au nasopharynx. Tout ce qui est en dessous, ça appartient à l'oropharynx. Donc ce tuyau qui est là. Mais l'autre trait, il est un petit peu plus arbitraire. Il passe en fait par la coupe de l'osioïde. Vous savez, l'osioïde, c'est un os un peu comme une rotule, c'est un os sésamoïde qui est interposé entre deux corps musculaires qui sert à l'élévation du larynx et à la traction vers le bas du larynx en fonction du sens de traction des muscles. Là, s'il y a cet osioïde qui est coupé là, sur cette vue anatomique, et bien, par le corps de l'osioïde, ici, le trait horizontal, va permettre de délimiter ce qui est au-dessus, qui est l'oropharynx, de ce qui est en dessous, qui est ce qu'on appelle l'hypopharynx, c'est-à-dire le pharynx qui est en dessous. D'accord ? Le pharynx, c'est tout ce tuyau-là qui est compris entre mon trait bleu et le rachis et la base du crâne. D'accord ? Donc c'est un grand tuyau qui est ouvert en fait vers l'avant. Le nasopharynx, il est ouvert sur la cavité nasale. L'oropharynx, il est ouvert sur la cavité buccale. Et l'hypopharynx, ce qui lui correspond en avant, c'est le larynx, c'est la prise d'air pour les poumons. Ok ? On ne va pas s'apesantir trop sur l'aspect fonctionnel hein, de cette cavité orale et de cet oropharynx, mais bon, quelques points quand même de fonctionnalité, de physiologie de la déglutition. Le temps buccal nécessite bien sûr l'appréhension, hein, le fait qu'on puisse mettre des aliments dans la bouche, hein, donc une ouverture correcte, et parfois c'est pas le cas, hein, parce qu'on a des limitations sévères de l'ouverture buccale, donc nécessité d'avoir une bonne ouverture, et puis ensuite une occlusion efficace labiale et dentaire pour qu'on n'ait pas de bavage, hein, c'est-à-dire de reflux vers l'extérieur du bol alimentaire. Ensuite, il faut qu'il y ait une stabilité, parce qu'on l'a vu en haut, il y a le palais, bon, sauf si on l'a opéré, mais bon, si on ne l'a pas opéré, le palais est toujours là. Mais en dessous, il faut qu'il y ait une bonne stabilité du plancher de bouche, donc les muscles qui soutiennent le corps de la langue doivent être fonctionnels, doivent être résistants, hein, pour que justement ça serve d'appui pour la langue. Parce que la langue, elle va travailler en élévation, hein, la langue, elle travaille en élévation et en propulsion vers l'arrière. Ça, c'est pour le temps buccal. Donc, le temps buccal, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la cavité orale, les maxillaires, donc l'occlusion, c'est le palais, c'est le plancher de bouche et la langue antérieure qui va travailler dans cette boîte. Ok ? Donc ici, on aura soit des problèmes d'ouverture, soit des problèmes de bavage, soit des problèmes de mobilité linguale, et éventuellement des problèmes de fuite vers les cavités nasales en cas de chirurgie de la partie supérieure de la cavité orale. Ce n'est pas le plus fréquent. Donc voilà pour la physiologie simplement. Il y a certains grands principes du traitement des cancers de la tête et du cou, ce qu'on appelle des voies aérodigestives supérieures. C'est souvent
une association entre chirurgie d'exérèse, plus ou moins reconstruction, c'est-à-dire on enlève, on reconstruit pendant la même opération, et ensuite on fait de la radiothérapie. Donc vous allez avoir des personnes qui vont avoir d'une part une chirurgie exérèse plus reconstruction, d'accord, puis ensuite une radiothérapie plus ou moins associée de la chimiothérapie. Donc ça fait des traitements assez lourds. Et de manière quasi systématique au moment de la chirurgie, il y a aussi une chirurgie ganglionnaire. On a beaucoup de ganglions au niveau du cou, d'un côté et de l'autre côté. Et bien, ces tumeurs-là, de la langue, de la cavité buccale, du pharynx, du larynx, ont un tropisme pour les ganglions. Et donc le traitement, il associe toujours la tumeur principale, donc sur la langue, sur la mandibule, et aussi en même temps sur les ganglions. Alors vous allez me dire, bon, mais oui, ça entraîne quoi? Une cicatrice? C'est sûr, mais on le verra sur des photos. Tous les nerfs sensitifs du plexus cervical sont dans la région, ok, peuvent être lésés par cette opération sur les ganglions. Et aussi beaucoup de nerfs moteurs qui sont dans la région de la chirurgie ganglionnaire peuvent être atteints. Le nerf qui va à la langue, le 12, l'hypoglosse, le nerf qui va aux cordes vocales, le 10, le nerf qui va très haut sur le voile du palais, le 9. Même certains nerfs sensitifs et sensoriels comme le lingual qui va à la langue, pour faire la sensibilité et le goût. Donc, accompagnant les séquelles liées à la chirurgie sur la tumeur elle-même et éventuellement à la reconstruction, on aura aussi parfois des séquelles sur la chirurgie du cou et des ganglions qui a accompagné la, la prise en charge chirurgicale. Hein. Donc, les grands principes de chirurgie, c'est d'avoir une exérèse, d'avoir plus ou moins une reconstruction, soit pour des buts de cicatrisation, d'éviter la fuite, ou alors de ne pas perdre la fonction. Et la fonction, c'est essentiellement la mobilité. Donc, c'est ce que on disait tout à l'heure pour désolidariser ou garder la bonne mobilité linguale par rapport à la mandibule, par exemple. C'est pour conserver la fonction. Et puis la chirurgie ganglionnaire qui accompagne l'exérèse et qui peut compliquer les suites fonctionnelles. On dira un mot sur la radiothérapie et la chimiothérapie à la fin. Alors, les types de chirurgie, ben, on en a parlé. Hein. Bon, la chirurgie labiale, ça peut arriver, on en fait de moins en moins. Hein. Des gens qui ont des petits cancers de la lèvre, ça peut entraîner des séquelles, mais c'est devenu, en tout cas dans le sud de la France, c'est pas le plus fréquent. Dans l'ouest et dans le nord, il y en a encore pas mal. Des gens qui ont des problèmes de cancer au niveau des lèvres. La chirurgie mandibulaire, on l'a dit, conservatrice ou alors interruptrice. Hein. C'est-à-dire qu'on conserve l'arc mandibulaire ou on l'interrompt. Souvent, on le reconstruit pour pas justement désaxer les articulations temporomandibulaires. Chirurgie linguale, c'est ce qu'on appelle les glossectomies. Pelvilinguale, pelviglossectomie. Basilinguale, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous l'aurez en diapo. On passe. Juste maintenant pour parler de la chirurgie ganglionnaire. C'est-à-dire que associé à l'opération sur la tumeur, ben on va, ici, là, on voit, on va faire une grande incision. Alors, parfois, c'est pas aussi grand que ça. Hein. La plupart du temps, maintenant, on fait des ouvertures de 7-8 cm. C'est quand même pas mal. Mais bon, on arrive à enlever la plupart des ganglions par des petites ouvertures. Quand il y a massivement des ganglions atteints, on est obligé, effectivement, de faire ce genre d'incision où on va quasiment de la mastoïde jusqu'au sternum. Donc, il y a deux types de chirurgie qu'on fait au niveau des ganglions. Il y a la chirurgie où on va préserver tous les organes du cou. Hein, la veine jugulaire, on la garde, tous les nerfs, on les garde. On appelle ça un curage fonctionnel. Avant tous les curages, eh bien, on les appelait traditionnels, c'est-à-dire qu'on ratiboisait tout, on laissait que la carotide. C'était dans les années 70-80, hein, donc c'est très ancien, moi je ne l'ai pas connu. C'était systématique pour toutes les tumeurs. Bon, il faut dire aussi que les dépistages existaient moins et donc on s'attaquait souvent à des tumeurs très grosses. Ça arrive encore qu'on fasse des curages qu'on appelle traditionnels, c'est-à-dire que là c'est le même côté, le côté droit, et on a laissé que la carotide. Ici je pense qu'on a pu garder quand même la veine, mais on a enlevé par exemple le muscle sternocléidomastoïdien, il n'est plus. Il reste que le trapèze ici. Là on voit les scalènes avec le nerf phrénique qu'on a pu garder. Mais parfois, il y a des chirurgies, comme on a fait tout à l'heure, hein, cet après-midi, où on enlève tout, il ne reste plus que la carotide et le 10, par exemple. Voilà.
Bon, ça s'adresse à des tumeurs qui sont devenues exceptionnelles, mais enfin, on en voit encore. La plupart du temps, c'est fonctionnel, c'est-à-dire que on peut garder les nerfs, le 12, le 10, la veine jugulaire interne, le spinal, ici, le nerf qui va au trapèze, hein, le 11, on peut le garder. Mais même si on le garde, même si on garde tous les nerfs sensitifs, il y en a la moitié qui marchent à moitié, effectivement, qui vont dysfonctionner. Donc on a des douleurs de dénervation, on a parfois des algodystrophies au niveau de l'épaule. Hein. On a un déficit de l'élévation de la scapula qui est plus ou moins important. Donc même quand on fait un curage fonctionnel, on a quand même un niveau de séquelles qui est important, alors qu'on a gardé l'essentiel des nerfs sensitifs et moteurs. Hein. Donc de plus en plus, vous verrez, ça va se diffuser, mais plutôt que de faire, parce que ça, les curages fonctionnels, on les fait de manière systématique. Quelqu'un a une petite tumeur, on enlève tous les ganglions. Là maintenant, on fait comme on fait dans la chirurgie du sein, c'est-à-dire qu'on fait des ganglions sentinelles, on va enlever que certains ganglions à but de diagnostic. Et si les ganglions n'ont rien, c'est ce qui est le cas dans 2 tiers des patients qui n'ont pas de signe d'atteinte ganglionnaire, à ce moment-là, on enlève les ganglions sentinelles et c'est tout. Donc ça fait une mini-opération à but diagnostic. Si dans 1 tiers des cas, le ganglion est atteint, à ce moment-là, on reprend les patients pour faire un curage, mais cette fois-ci, on le fait à raison parce qu'on a bien sélectionné le patient qui doit avoir un curage. Donc c'est en cours de validation, mais en ORL, de plus en plus, vous verrez des patients qui auront soit un ganglion sentinelle, soit alors un curage fonctionnel parce que le ganglion sentinelle était atteint. Mais encore à l'heure actuelle, on continue sur ce genre de fonctionnement, c'est-à-dire curage fonctionnel systématique ou curage traditionnel quand il y a des gros ganglions. Donc la iatrogénie de ces évidements fonctionnels ou même d'un curage fonctionnel, ce qu'on vient de voir, bon, vous l'aurez dans la diapo, hein, tout ça, ne notez pas tout, mais il y a la cicatrice, les adhérences, la douleur sur la cicatrice, les névromes, hein, vous avez beaucoup de névromes sur des nerfs du plexus cervical superficiel. La dysfonction du nerf spinal et l'épaule douloureuse existent en fonction des séries, hein. Mais sur un curage fonctionnel, ça c'est MRND, c'est le terme anglais Modified Radical Neck Dissection, c'est-à-dire c'est le curage fonctionnel. Hein. Jusqu'à 77%, c'est-à-dire que quand on les recherche, hein, quand on fait des testings aux gens ou quand on les évalue, quasiment tous les patients après un curage fonctionnel, ils ont une dysfonction du nerf spinal et ou une épaule douloureuse. Voilà, donc ça ne le notons pas. Les capsules rétractiles, les algodystrophies, on peut le voir, c'est exceptionnel, mais on peut le voir. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans la première année qui va suivre un curage ganglionnaire, dans la première année, il faut qu'il y ait une prise en charge en kinésithérapie qui soit très importante, parce que c'est pendant la première année où on a des douleurs de désafférentation, des cicatrices rétractiles, et des déficits fonctionnels sur le trapèze notamment. D'accord. Au bout d'un an, les choses se calment, donc c'est une prise en charge qui doit être assez soutenue pendant un an. Rien que pour l'aspect curage ganglionnaire. Hein. Après, pour l'aspect vraiment de ce qui se passe au niveau des voies aérodigestives supérieures, je ne vais pas vous donner plus de détails que ça. Bon, là, vous avez des schémas de type de résection qu'on peut avoir. Donc ça va entraîner quoi? Ça va entraîner que plus on va amputer de tissu musculaire, plus on va perdre de fonction, c'est sûr, mais plus aussi il faudra aller vers une reconstruction pour ne pas empêcher le côté sain de fonctionner. Parce que si on enlève tout ça et qu'on ne remplace pas la surface ici, la langue va se souder avec la mandibule et même si on en a gardé la moitié, il n'y aura pas de fonction. Donc plus on fait une chirurgie étendue, plus il faut avoir une reconstruction efficace et souple. Alors bon, il y a des petites tumeurs, mais aussi, donc pour des petites tumeurs, on peut prendre des lambeaux locaux, des lambeaux, c'est-à-dire on va transposer des tissus élastiques, souvent sur la face interne de joue ou sur le plancher, pour venir suturer ce qu'on a enlevé et empêcher qu'il y ait de blocage de la langue. Mais très rapidement, donc il y a des petits lambeaux parfois à distance, mais très rapidement et de plus en plus, hein, c'est ce que vous disiez Isabelle Roton tout à l'heure, il faut avoir recours, là je vais vous montrer des exemples, parce que c'est ça qui est finalement le plus communément fait, c'est ça, pour les grandes tumeurs, les tumeurs assez étendues, vous voyez des images ici,
Là, c'est le bord gauche de l'angle qui a été complètement enlevé, et le plancher. Hein. Et là, ça, ce qu'on voit, c'est de l'épiderme parce que c'est la peau de la face palmaire du bras. Ça. Donc c'est un lambeau libre, ce qu'on appelle on a libéré complètement une partie cutanée et de fascia. On laisse les tendons des fléchisseurs, bien sûr. Mais ici, vous voyez, ça c'est une photo qu'on avait fait avec Jacques Cachou, où il y a là le pédicule hein, de cette région palmaire euh, de l'avant-bras. Et donc on va ici brancher les vaisseaux sur des vaisseaux du cou. Ça c'était un patient qui en avait fait cette opération. Et vous avez ensuite en post-opératoire la peau qui fait une espèce de métaplasie, c'est-à-dire soit devient un peu kératinisée, soit même devient un aspect très muqueux. Et donc, on a une bonne, vous voyez on a une protraction linguale, on a une bonne symétrie du mouvement. C'est inerte, hein, il n'y a pas de mouvement, bien sûr. C'est insensible aussi, parce qu'il n'y a pas de sensibilité possible. Mais tout le reste de l'angle, c'est-à-dire les deux tiers de l'angle qui restent au niveau antérieur, là au moins est fonctionnel. Oui. Ça, vous connaissez ça? Vous en avez déjà vu? Oh, si vous travaillez avec des équipes des équipes qui font de la cancérologie, c'est très très fréquent hein, comme type de lambeau. Ça, c'est pour la partie basse de la cavité orale, mais aussi, vous voyez ici, sur la partie haute de la cavité orale, on a fait une maxillectomie. Hein, on a enlevé l'hémimaxillaire et donc tout le palais osseux droit, avec une communication bucco-sinusienne, hein, puisque, voilà. Et donc ça, on est venu le combler avec, pareil, un lambeau antébrachial, ce qu'on appelle un lambeau chinois, parce que ça a été décrit par des équipes chinoises. Il y a à peu près, c'est dans les années 80 aussi. Vous voyez, donc ça, c'est un lambeau qu'on a mis à la partie supérieure. Alors, c'est pas dur comme du palais, mais c'est pas grave. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de fuite vers les fosses nasales et les sinus. Hein, donc, le patient peut avoir une articulation de la parole qui est correcte, et qui est même très bonne, et peut aussi avoir une bonne temps buccal de la déglutition. Ok. Ça, vous en verrez beaucoup. Et puis après, il y a aussi des greffes composites, c'est-à-dire que parfois, quand on a enlevé, par exemple ici, là, on a enlevé toute, vous voyez, ça vous reconnaissez, hein, le coronet, le corpus mandibulaire, la symphyse ici, il y a parfois des tumeurs très étendues comme ça, où on enlève la partie antérieure, la symphyse, les deux corpus jusqu'à l'angle des deux côtés. Eh bien, on prend la fibula et puis on va venir faire des ostéotomies pour reconformer et reformer la partie osseuse manquante de mandibule. Et donc là aussi, c'est un lambeau qui est vivant, qui est vascularisé, qu'il va falloir venir greffer. Donc ça, c'est le prélèvement sur la fibula. Et on va venir le greffer sur des petits vaisseaux au niveau du cou. Hein. C'est des chirurgies qui ont plus tendance à nécroser parce que ce sont parfois les vaisseaux se bouchent et ce sont des lambeaux composites où il y a une partie osseuse, une partie de peau. Mais dans deux tiers des cas, ce sont des lambeaux qui marchent bien. Là, vous avez une dame chez qui on avait refait la partie antéro-latérale de mandibule ici, avec vous voyez le résultat post-opératoire. Je vous montre pas en opératoire parce que c'est assez, c'est assez impressionnant, hein, puisque tout qui est ouvert, on passe on laisse la continuité de, des lèvres et du menton, et on passe par dessous, on relève tout, et donc ça permet de faire cette chirurgie, puis après on remet en place les structures. Et donc là, vous voyez, vous avez un résultat fonctionnel qui est bon, parce qu'on a une bonne protraction linguale. On peut ensuite, nos collègues peuvent mettre des implants ostéo-intégrés, des implants dentaires pour mettre des prothèses. C'est le seul moyen qu'on ait pour mettre des prothèses une fois qu'on a fait ce genre d'opération, mais ça marche bien. Donc voilà, je vous ai pas parlé d'un autre lambeau qui est beaucoup plus utilisé, mais pas trop dans la cavité orale, et surtout pour le pharynx. Pour le pharynx, c'est le lambeau de muscle grand pectoral. Alors ça, c'est pas un lambeau libre, vous voyez, c'est un lambeau qui reste attaché, ce qu'on appelle un lambeau pédiculé. Il est ici vascularisé par une petite artère qui vient d'une branche de l'artère axillaire ici, de la sous-clavière plutôt. Voilà, et ce lambeau, on va le passer sous la peau là, et il va venir souvent ici, ça c'est la base de la langue ou la partie latérale de l'oropharynx, vous voyez. Ça entraîne, bon, il y a une perte de fonction du pectoral parce que tout le muscle pectoral est prélevé, d'accord. En tout cas, il y a une bandelette et donc il n'y a plus de continuité entre la paroi thoracique et le muscle pectoral. Il y a des adhérences ici parfois qui se font, et puis le lambeau ici, il faut bien faire attention quand on le prélève, de sectionner les nerfs qui vont à cette partie musculaire, parce que sinon,
il y a des syncinésies quand le patient fait une action d'adduction du membre supérieur, ben vous avez la greffe qui est toujours active. Et en plus, du coup, le muscle ne va pas s'atrophier, il va rester trophique. Donc pendant la chirurgie, on essaie de faire attention de couper tous les nerfs moteurs pour que le muscle s'atrophie, qu'il n'y ait pas de syncinésie. Si malgré tout ça marche, vous pouvez conseiller aussi aux gens de faire des injections de toxines botuliques dans les pédicules. Le lambeau, on le fait assez souvent et ça permet justement d'atrophier le muscle et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de corde. Parce qu'il y a des gens qui ont des troubles de la posture du rachis cervical par des syncinésies liées à la trophicité de ce muscle. Hein. Donc c'est clair, hein, il y a l'aspect fonctionnel parfois qui est gravement déstabilisé. Donc ça, c'est un lambeau très utilisé pour la cavité, plutôt pour l'oropharynx, la partie latérale de l'oropharynx. Voilà, là vous avez vu les principaux lambeaux. Ça, c'est le lambeau pédiculé pour l'oropharynx. Parfois, on se sert de lambeau chinois quand on veut juste refaire une surface, mais ça, c'est un lambeau intéressant. Et puis, vous avez vu les lambeaux de type antébrachiaux pour tout ce qui est pelvilingual. C'est vraiment les meilleurs lambeaux. Et quand on s'attaque à la mandibule, là, il faut des lambeaux de fibula. Vous aurez un cours particulier dessus, peut-être vous l'avez déjà eu. Alors voilà, on va lister maintenant la cause des troubles fonctionnels. Ben, c'est multifactoriel. Hein. Les troubles de la fonction après ce genre d'opération, c'est multifactoriel. Bon, il y a effectivement la résection anatomique, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a enlevé une région anatomique, la langue, le plancher, la mandibule, le pharynx. Mais aussi, on a fait des lésions nerveuses associées dans les curages, notamment quand on a dû faire des curages élargis comme les curages traditionnels. On a un déficit sensitif, on peut avoir des déficits moteurs sur le 10, le nerf vague, le 12, l'hypoglosse, le 9, le glossopharyngien, et aussi le 11, hein, l'accessoire, pour le trapèze. On a aussi les procédés de reconstruction qui ne sont pas parfaits, hein, je vous dis qu'ils sont très bien, mais très bien, ça veut dire qu'on pourrait les améliorer si on en avait la possibilité technique. C'est-à-dire qu'on va mettre des lambeaux qui sont inertes et qui sont non sensibilisés. Hein, donc, la personne qui a une hémilangue reconstruite avec un lambeau chinois, ben, n'a pas du tout de perception sensitive hein, de ce côté. Et il n'y a pas non plus de contraction musculaire. L'altération de la denture, oui, c'est vrai. Ce sont souvent des gens à qui on a besoin d'enlever toutes les dents qui sont abîmées. Donc il y a des édentations souvent totales, avec une perte d'articulés dentaires, des dysfonctions secondaires des articulations temporomandibulaires. Sur l'infection mycosique, oui, vous voyez des gens, notamment on le dira après les rayons, après la radiothérapie, qui vont effectivement avoir en plus les séquelles de la radiothérapie, c'est essentiellement le manque de salive. Vous avez deux séquelles principales liées aux rayons. C'est très fort au niveau de la salive. On a une hypo, voire une ascialie dans les 2-3 premières années de traitement, après le traitement. Donc dans les 2 ou 3 premières années, il faut rassurer les patients sur le fait que ça revient, mais excessivement tardivement pour un individu. Hein. Parce que dire que ça va revenir en 2-3 ans, les gens ne le croient pas, mais effectivement, maintenant avec les nouvelles techniques de radiothérapie, on a une épargne salivaire qui est assez intéressante et on a une récupération au bout de 2-3 ans. Mais pendant 2-3 ans, on a une ascialie ou une hypocialie, et donc là, ça altère beaucoup la denture, parce que c'est une fonction de régulation microbienne hein, de la salive. Donc il y a beaucoup de caries, il y a beaucoup de surinfection à champignons, à candida, hein, donc c'est surinfection mycosique qui gêne beaucoup la déglutition, le temps préparatoire et la mastication. Et l'autre effet de la radiothérapie qui est assez néfaste, c'est la sclérose des tissus, c'est-à-dire que tous les tissus irradiés vont devenir fibreux. Hein. Et ça, en revanche, c'est plutôt quelque chose qui va s'aggraver avec le temps, qui est peu présent initialement, mais autant la salive, ça va s'améliorer, autant la sclérose des tissus, ça va s'aggraver tout au long de la vie. Vous voyez des patients qui ont été irradiés, mais avec les anciennes techniques de radiothérapie au cobalt il y a 20-30 ans, bon, ils n'ont pas de salive, ils n'ont jamais récupéré, mais en plus, ils ont les tissus qui sont ce qu'on appelle un coup de bois. Les tissus qui sont complètement figés, donc les muscles sont plus contractiles, les zones élastiques sont plus élastiques, les nerfs qui commandent sont plus actifs non plus, donc on a des gens qui ont une perte de fonction progressive
qu'il faut prendre en charge aussi en termes de massage oui, de prise en charge à visite décontracturante. Mais alors, pourquoi les glandes salivaires, il faut scléroser? Alors, en fait, les glandes salivaires, aux doses où on fait les rayons, on arrive à les épargner parce qu'on ne donne pas une dose. Pour, pour être efficace, il faut aller jusqu'à une certaine dose, c'est-à-dire 70 degrés. Et ça, maintenant, on a la technologie pour le cibler sur un volume justement ciblé. La zone où il y avait la tumeur, la zone où il y avait des ganglions. Avant, il y a 20 ou 30 ans, il y avait deux champs de radiothérapie qui arrivaient de chaque côté et tout prenait la même dose. Tout le coup prenait 60 degrés, ce qui a abouti effectivement, toutes les glandes salivaires étaient détruites et les tissus étaient complètement sclérosés. On voit encore des personnes qui sont dans cet état-là. Maintenant, avec la 3D, on arrive à avoir les glandes salivaires qui prennent que 30 ou 40 degrés et la tumeur qui prend 60, ou la zone où il y avait la tumeur qui prend 60 degrés. Donc 30-40 degrés pendant 2-3 ans, elles ne marchent pas trop, mais elles vont reprendre. Et en revanche, les tissus, même s'ils ont pris 30 ou 40 degrés, avec le temps, c'est comme une exposition au rayonnement accidentel, on a une sclérose des tissus qui s'installe petit à petit. Moins avec les nouvelles techniques de 3D, de radiothérapie, mais encore pas mal. Surtout que la radiothérapie est souvent associée à de la chimiothérapie, justement pour que l'effet des rayons soit plus fort. Et donc, chirurgie, plus radiothérapie, plus chimiothérapie après, on arrive quand même à beaucoup de séquelles qui sont maintenant mieux ciblées avec les techniques de radiothérapie et de chirurgie, mais qui existent encore. Donc la radiothérapie, c'est l'hypocyalie et la sclérose des tissus. Pourquoi il y a beaucoup de surinfection mucosique aussi? Parce qu'il y a un manque de salive, et la salive, elle régule la flore buccale. La salive devient très acide, et à ce moment-là, les champignons, ils prennent le pas sur les bactéries. Et, voilà. Donc il faut alcaliniser, avoir des bains de bouche avec du bicarbonate toute la journée, quoi, pour avoir un pH beaucoup plus haut, quoi, moins acide. Il y a aussi moins de goût, ils perdent le goût des Ouais, sels. alors le goût, il est lié soit, enfin, là aussi c'est multifactoriel, en résection, si on a coupé le nerf lingual par exemple, il y a une hémiaguesie, ça c'est sûr. Et puis même de manière générale, on a une mucite quand on a de la radiothérapie et de la chimiothérapie, c'est-à-dire une inflammation de la muqueuse. Et cette inflammation de la muqueuse, plus ou moins des champignons, cette inflammation de la muqueuse atténue excessivement le goût. Et en plus, ça donne des paragueusies, c'est-à-dire que non seulement ils ont une perte de l'intensité du goût, mais en plus, les aliments ont un goût dénaturé. Tout ce qui est astringent, tout ce qui est âpre, amer, tout ça, ou le vin, ou des choses comme ça, les gens ne peuvent plus y toucher pendant 2-3 ans parce que cette inflammation muqueuse rend très désagréable ce genre de goût, quoi. Ça revient? Mais ça revient. Au bout de 2-3 ans, ça revient. Ouais. Excuse-moi. Oui. Oui, quand vous parlez de séquelles de radiothérapie et de sclérose des tissus, pour nous, je pense que c'est important le trismus aussi. Voilà, oui, oui. Alors là, on en parlait ici de la gorge, là, et de la langue, mais on a aussi, si les masséters et les muscles ptérygoïdiens sont concernés par la chirurgie, c'est toujours une association parce qu'en plus, il y a d'abord l'acte chirurgical, souvent, puis la radiothérapie. Et donc, déjà, une chirurgie sur l'appareil manducateur, ça entraîne des problèmes. Plus la radiothérapie à pleine dose sur les muscles masticateurs, c'est sûr on a une limitation d'ouverture buccale qui, au début, est liée à une contracture des muscles masticateurs, mais cette contracture, elle n'est pas musculaire, elle n'est pas active. C'est une fibrose des muscles. Donc en fait, on arrive à un état de limitation fixée de l'ouverture buccale par une sclérose des muscles masticateurs. Ouais, et ça, c'est un problème dans certains cas parce que ça peut beaucoup entraîner de limitation de l'ouverture buccale et de l'appréhension des aliments notamment. Ouais. Dernier point qui sont aussi gênants d'un point de vue fonctionnel, ce sont tous les tuyaux qu'on met pour pallier le déficit temporaire de l'alimentation et de la respiration. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été opéré sur les voies aérodigestives supérieures, pour une opération un peu volumineuse, il ne peut pas s'alimenter et il ne peut pas non plus respirer. D'accord ? Donc il y a souvent des trachéotomies qui sont temporaires, mais voilà, et des sondes nasogastriques qui sont temporaires. Mais tout ce qui est décharge de fonction
notamment par une trachéotomie ou par une sonde nasogastrique, voire après par une gastrostomie, toute cette limitation de la fonction va faire que, au bout d'un certain temps, on a une perte de la fonction. C'est-à-dire que même si on enlève les tuyaux, on enlève une gastrostomie, on a remarqué que plus le temps passait, et si les gens étaient alimentés uniquement par gastrostomie ou par sonde nasogastrique, ben, l'appareil manducateur ne travaillait plus, l'appareil lingual ne travaillait plus non plus, et donc tout ça se mettait au repos et on avait une perte de fonction par, disons, mise au repos de tous ces organes. Donc toutes ces mesures temporaires doivent être le plus court possible, hein, la trachéotomie, la sonde nasogastrique, la gastrostomie d'alimentation. Et en tout cas, vous, si vous voyez des patients qui sont encore porteurs de tous ces tuyaux, trachéotomie, tout ça, il faut les faire travailler à vide toutes les fonctions, c'est-à-dire la manducation, les praxies linguales, parce que ensuite, on va partir de très très bas quand on reprend la déglutition, quand on reprend, vous voyez, l'ouverture buccale. Ok. Donc ça, on l'a dit. Les séquelles à distance, on en a parlé. Alors, pour finir, finalement, le message aussi qu'il faut retenir, c'est à quel moment vous devez prendre en charge les patients. Alors, vous allez me dire, ben, quand on nous le dit, c'est sûr. Mais le message, c'est qu'on le dit toujours après la bataille, quoi. C'est-à-dire après la phase aiguë de traitement, après les rétractions, vous voyez. Donc, il faut travailler très en amont avec les équipes médicales qui sont au début du traitement, dans cette prise en charge cancéreuse. Pourquoi? Parce que pendant la phase aiguë du traitement, il faut avoir une prise en charge de rééducation. Okay, adaptée à ce que peut faire le patient, bien sûr, mais notamment pour tout ce qui est post-opératoire, drainage du lymphœdème, massage des cicatrices. 7 jours après, ou 5 à 7 jours après, on peut commencer à le travailler. D'accord. Mobilisation, bien sûr, mobilisation à la marche pour des fibulas ou des choses comme ça, bien sûr aussi. Il faut attendre un petit peu lorsque le patient a un antécédent de radiothérapie, c'est-à-dire qu'il a déjà eu de la radiothérapie, puis il a une opération, ça peut arriver. Là, les délais de cicatrisation sont doublés, voire triplés. Donc, les tissus mettent un peu plus même, oui, 2 ou 3 fois plus de temps à cicatriser. Donc, les patients qui ont été irradiés et qui sont opérés, il faut attendre plutôt 2 semaines pour les faire travailler, en tout cas pour s'occuper des téguments, pour s'occuper de l'œdème. Pendant la radiothérapie, si vous êtes travaillé dans des centres de radiothérapie, c'est très important. La radiothérapie, je ne vous l'ai pas dit, mais ça s'étale sur 2 mois, voire 2 mois et demi. Donc c'est très long. Pendant ce temps-là, souvent les malades sont alimentés de manière artificielle par sonde nasogastrique ou par gastrostomie. Et là, tout est mis au repos. L'appareil manducateur ne marche plus du tout. L'articulation de la parole un peu, mais moins. Donc tout ça, il faut le faire travailler à vide ou en fonction de ce que le patient peut accepter comme programme de rééducation. Mais il faut absolument conserver la fonction d'ouverture buccale, de mastication, de praxie linguale. Après la radiothérapie, il est certain qu'il y a une phase quand même très aiguë de réaction, et c'est dépendant de chaque personne, mais il y a une inflammation muqueuse très importante à la fin de la radiothérapie. Il faut effectivement, il y a peut-être 15 jours ou 3 semaines où on ne peut pas quasiment toucher le patient. Enfin, tout ce qui a été fait avant est gagné, et il faut ne pas attendre, bien évidemment, que les séquelles soient installées pour les prendre en charge. Donc il faut se signaler, il faut dire que la rééducation et la perte de temps doit être limitée et que la rééducation doit être la plus précoce possible. Et donc il faut solliciter les équipes médicales qui sont dans le traitement. Ce qui est très important, là aussi où on a beaucoup progressé ces dernières années, c'est sur l'aspect nutritionnel, hein, sur l'état de forme du patient. Et c'est évident de le penser, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas pris en charge. C'est-à-dire qu'un malade dénutri, il va très mal cicatriser, il va faire des rétractions, il va avoir des périodes de cicatrisation très allongées, voire des faux graves de cicatrisation. Donc tout ce qui est nutrition et rénutrition, c'est devenu un soin à part entière. C'est-à-dire que le fait d'alimenter un patient, ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité absolue. Et là aussi, on a beaucoup travaillé. Et de plus en plus, là, vous allez voir arriver des programmes de réentraînement à l'effort très tôt dans la prise en charge, soit même en préopératoire, soit même
pendant la radio, la chimiothérapie. On a montré, vous savez, on l'a montré pour le cancer du sein, qu'il y a un taux de guérison supérieur en cas d'entraînement à l'effort des patientes qui sont atteintes de cancer du sein. Donc l'entraînement à l'effort et la forme physique, donc renutrition, entraînement à l'effort, améliore disons, la guérison même des maladies cancéreuses et puis l'état de forme des patients et leur qualité de vie. Donc là aussi, l'aspect général est très important. Et puis aussi, bon, ce sont des pathologies qui, dans à peu près la moitié des cas, sont liées à des consommations abusives d'alcool ou de tabac. Et donc, ça aussi, ça doit être pris en charge. Mais ça a un impact. Les patients qui sont addictifs au niveau alcool ou tabac, ils ont effectivement des états de santé bien plus altérés et des suites fonctionnelles beaucoup plus compliquées. Voilà, donc on a fait un petit survol à la fois des types de chirurgie, quelques exemples de reconstruction. Les gros messages, c'est ça, il y a énormément de sites et de points d'action pour la prise en charge rééducative de ces patients. Les voies aérodigestives supérieures, ce qui est résection, reconstruction, les zones de curage, c'est au niveau du cou, les téguments, mais aussi la fonction du membre supérieur, et puis les zones donneuses de lambeaux, que ce soit sur la paroi thoracique, que ce soit sur la fibula. Et le deuxième message, c'est donc il y a beaucoup de sites d'action pour les kinés sur ces patients-là. Et le deuxième message, c'est le délai de prise en charge qui doit être vraiment le plus précoce possible. Voilà. Si vous avez des questions, vous en avez déjà posé un certain nombre. Vous avez des choses, des remarques? Ça va? Tout va bien? Ouais. Par exemple, un patient avec une glandulectomie irradiée qu'on reçoit pour travailler la cicatrice, ils ne sont pas dangereux des manœuvres de pensée roulée. Non. Bon, alors, il faut qu'on soit sorti de la phase aiguë de toxicité des rayons, où on a une dermite, une hypodermite aiguë. Bon, ça on le voit, hein, puis sinon c'est douloureux. Mais quand on est à la phase froide, fibreuse, on peut y aller. Mais il faut le faire très tôt après la phase inflammatoire. Parce que si vous les avez 2 ou 3 ans après la fin du traitement, le résultat sera très. On a une marge de manœuvre qui est faible à la phase de fibrose installée. C'est impossible d'attraper les pellicules. C'est pas grave en tout cas de travailler sur le pédicule. Une fois que la cicatrisation est faite, c'est-à-dire globalement un mois, au bout d'un mois après une chirurgie où il y a une reconstruction, le lambeau ensuite il est autonome quoi. Et on a quasiment plus besoin du pédicule dans l'immense majorité des cas. Donc faut pas avoir peur du pédicule sauf à la période, le premier mois de la chirurgie. Dans le cas d'un lambeau pour la reconstruction d'un palais ou d'un palais, Ouais. on peut demander au patient de remettre sa langue. Ah oui. Aussi, ça tient. Ah ouais, ça tient. Si la personne n'a jamais eu de radiothérapie, c'est-à-dire qu'on est venu mettre une reconstruction sur des tissus qui sont sains, qui n'ont pas été irradiés, ça cicatrise bien en 7-10 jours. Et puis bon, le travail, oui, on peut le commencer à ce niveau-là. Hein. Il n'y aura pas des efforts majeurs là-dessus. Hein. Donc c'est bon. S'il y a eu des rayons, il faut attendre en général plutôt 3 semaines pour vraiment le travailler, quoi. Enfin, on peut travailler beaucoup de choses. On peut travailler la mobilité linguale, on peut travailler l'ouverture buccale, on peut travailler beaucoup de choses à vide, quoi. Voilà.